Bonjour tout le monde, content de vous retrouver pour cette émission du lundi 23 mai 2022. On a un Bitcoin qui se stabilise sur le niveau des 30 000 dollars. Désormais, la volatilité est réduite après cette chute monstrueuse que l'on a subie. On voit aujourd'hui qu'on s'établit toujours sur ce niveau de support qu'on peut estimer sur les 30 000 dollars. Et on peut donc allonger le record historique du Bitcoin à enregistrer finalement un certain nombre de semaines consécutives dans le rouge, puisque là nous avons établi la 8e bougie hebdomadaire négative et consécutive dans le rouge pour le Bitcoin. On va voir ce qui va se passer par la suite. On va s'attarder un petit peu sur ce niveau de prix. On va zoomer un peu sur le graphique pour voir ce qui se passe courant de l'émission. On ira également analyser rapidement l'Ether qui se situe sur le support des 2000 dollars depuis un petit moment, zone sur laquelle le cours avait pas mal travaillé également pendant cette période au mois de mai 2021, donc il y a pile poil un an. On ira voir également le Binance Coin, donc on fera le top 3 des cryptos aujourd'hui qui s'établit sur les 329 dollars, donc il se reprend légèrement après avoir touché tout de même les 215. À savoir que le sommet ultime du Binance Coin, c'était les 700 dollars sur cette mèche. On avait peut-être légèrement dépassé aux alentours des 705 dollars. Et donc c'est assez intéressant de voir que par rapport à son sommet, le Binance Coin est aujourd'hui à moins 50%. Alors que sur le Bitcoin, si on regarde simplement le sommet également et le niveau actuel, on est plutôt à moins 55. Donc c'est clair et net, on a finalement un Ether et un Binance Coin qui se tiennent plutôt bien par rapport au Bitcoin. Ce sont des crypto-monnaies à forte capitalisation également, mais malgré tout, le Bitcoin est quand même loin devant et on pourrait s'attendre à ce que l'on ait un Ether et un Binance Coin, on va dire, plus volatiles que le Bitcoin, et on voit que c'est pas forcément le cas finalement. Et peut-être que l'on peut expliquer cela par le fait que ce soit deux blockchains extrêmement utilisés au niveau de la finance décentralisée. Ça fait un moment que je ne l'ai pas fait d'ailleurs, mais si vous regardez un petit peu sur le site Defilama combien d'argent représentent ces blockchains en fait, où on pourrait définir cela plutôt par l'argent qui est sur le décentralisé, dans les applications décentralisées qui ont été développées sur les infrastructures de ces blockchains. Donc ici pour l'Ether, on a 73 milliards de dollars avec une dominance de la plateforme MakerDAO qui représente 13,55% finalement de ces 73 milliards. Et vous voyez, il y a beaucoup de protocoles qui utilisent finalement cette infrastructure d'Ether. Ici, maintenant, si on regarde la Binance Smart Chain, voyons voir, nous avons 9 milliards. Sur le pic, ici, nous avions touché les 31 milliards. Mais finalement, après réflexion, le plus logique, c'est de regarder plutôt cette valeur en BNB, puisqu'en fait, forcément, la valeur en milliards de dollars va fortement bouger en raison de la spéculation qu'il y a sur les différents tokens qui sont associés à la Binance Smart Chain. Et donc on voit qu'au niveau des BNB qui sont sur la finance décentralisée, enfin la valeur en BNB en tout cas de tout ce qu'il y a sur la finance décentralisée, a diminué par 2. Et si on regarde ça sur l'Ether, eh bien on observe quelque chose de tout à fait différent, puisqu'on est plutôt en constante augmentation, même si on est plutôt sur un point bas, aux alentours des 35 millions d'Ether au niveau de des protocoles DeFi d'Ether. Effectivement, on constate qu'il y a quand même une augmentation du nombre d'Ether sur la DeFi. Donc aujourd'hui, dire que la finance décentralisée est en train d'imploser et de disparaître, on le voit directement à l'écran ici, c'est complètement faux. Il y a encore énormément d'argent dans tous ces protocoles. Et même si demain le Bitcoin redescend aux alentours des 20 000 dollars et qu'effectivement l'Ether crache également vers les 1000 dollars, je suis assez convaincu finalement que ce chiffre également risque de diminuer, mais qu'on ne reviendra pas sur les niveaux précédents qui se trouvaient ici. Donc par exemple en juin 2020 où nous avions seulement 4 millions d'Ether au niveau de la DeFi. C'était vraiment le début de la DeFi. On voit que maintenant c'est développé, que ça a vraiment explosé au niveau des quantités de l'attrait que ça a pu avoir, et qu'aujourd'hui c'est pas voué à disparaître dans les mois qui viennent, même si nous sommes dans un bear market assez violent, on doit le dire, qui pourrait être bien pire, on le sait, bien entendu. Après, on a un Crypto Fear and Greed aujourd'hui sur les 10, donc on est toujours dans l'extrême peur. Ça nous laisse penser que depuis que ce crash a eu lieu, on n'arrive pas à reprendre un sentiment bullish sur le Bitcoin qui pourrait déclencher une sorte de rebond technique sur le Bitcoin. Est-ce que ça va permettre de relancer la machine, ou est-ce qu'à ce moment-là, on va simplement être rejeté sur des niveaux pertinents, comme on le sait, après l'analyse, je la ferai par la suite, mais vous le savez, après on a les 38.2 qui peuvent réellement rejeter le cours aux alentours des 42 000 dollars, qui en plus d'être un niveau de FIBO pertinent, représente également, regardez, si on reprend ces bougies-là, finalement cette trendline. Je vais me mettre en droite pour que vous puissiez le visualiser plus clairement, mais voilà. Si jamais on a un rebond technique qui s'opère, je pense que ce niveau des 42 000 serait réellement un bon niveau pour pouvoir, pourquoi pas,
alléger nos positions si jamais on n'a pas réussi à sortir du marché pendant toute cette phase où le Bitcoin nous a offert effectivement des opportunités de revente très pertinentes. Alors, je parle du Bitcoin, je parle de l'ensemble des crypto-monnaies également en même temps, vous voyez. Voilà pour ça, avant de vous passer l'intro et d'aller voir le Bitcoin sur un time frame plus court et ensuite d'enchaîner avec l'Ether, le Binance Coin, et on va aller passer quelques altcoins aujourd'hui, notamment par rapport au portefeuille fictif que l'on fait ensemble, mais vous comprendrez au fur et à mesure de l'émission. Je voulais simplement vous montrer également le RSI. On voit qu'au niveau du weekly, on a fait le RSI en daily lors de la précédente émission et je trouvais cette analyse relativement intéressante, n'hésitez pas à aller voir. C'était plutôt vers la dernière partie de l'émission que j'avais faite, je vous la mets ici en haut à droite. Et ce qu'on va faire maintenant, alors c'est juste une analyse probabilistique par rapport à un niveau où le RSI effectivement est touché, mais ça n'a aucune valeur intrinsèque qui peut définir et prédire le futur sur le cours du Bitcoin. Ça vous le comprenez bien, on peut très bien aller mécher, aller chercher les 20 000 $ sans aucun souci et avoir un RSI qui plonge plus bas que cette ligne de survente. Ça vous en êtes conscient. Bien sûr, malgré tout, c'est quand même intéressant de constater qu'on est revenu relativement bas sur le RSI et que les dernières fois que nous avions touché des niveaux aussi bas, c'était donc ici en mars 2020, crash Covid. Après ça, nous avions rebondi, c'était le début du cycle haussier du Bitcoin. Nous ne sommes pas du tout dans le même contexte, donc ne vous attendez pas à quelque chose de similaire. Mais malgré tout, c'était un point bas et nous avions eu un Bitcoin qui était passé de 3 800 à 64 000 $ approximativement. Ensuite, nous avons également cette partie-là, cette phase-là, lorsque nous avions dépassé ce niveau-là au niveau du RSI. D'ailleurs, on peut zoomer un peu pour voir réellement ce qui s'est passé. Et on voit que le RSI donc, avait touché ce niveau des 33 sur cette bougie-là. Et que derrière, vous voyez, on a continué la chute. On était passé ici des 3900, approximativement 3100 $. Mais malgré tout, c'était une localisation très intéressante pour investir dans le Bitcoin. En tout cas sur du très long terme, enfin sur du moyen terme, ça l'était puisqu'on est allé chercher les 60 000 $, et sur du court terme également, puisque simplement quelques mois après, nous étions retournés vers les 14 000. Donc une performance tout de même, par rapport au prix qui se situait par ici, de 200%, donc x3 pour le Bitcoin. Donc là, ce qui est intéressant de constater quand même, et que je n'ai pas précisé, c'est qu'on a des halvings qui se produisent sur le Bitcoin juste avant les performances que l'on a observées ces 10 dernières années. Donc c'était par exemple en mai 2020, donc le halving, alors là le mois de mai, c'était le 11 mai exactement, c'était là. On a eu également un halving en juillet 2016, donc je retourne en 2016, octobre, novembre, septembre, août, juillet 2016, voilà. Donc ça c'était les halvings et on voit qu'au niveau de la temporalité, donc là je reprends le point de RSI que je viens de vous exprimer qui était ce point-là, et bien au niveau de la temporalité on est sur approximativement quelque chose de similaire. On avait 128 bars ici et là nous sommes, si je regarde, ici à 105 bars. Donc on va dire qu'à 20 semaines près, on est dessus. Donc effectivement il y a une sorte de correspondance au niveau de la temporalité entre ce point-là et ce point-là. Ça, c'est ce que je voulais également vous faire remarquer. Donc c'est aussi possible, d'ailleurs, on l'a constaté également lors du cycle précédent de 2013-2014, que nous avions touché la zone de survente sur les RSI. Là, c'est pas encore le cas. Donc c'est pour ça que je vous disais, on peut très bien plonger, aller chercher une zone de survente, chercher les 20 000 voire les 14 000 $, qui sont deux niveaux de support très pertinents pour le Bitcoin, avant d'avoir une prochaine poussée, avoir un RSI qui continue de chuter. Malgré tout, c'est important de noter qu'on est sur une localisation qui commence réellement à devenir intéressante. Aujourd'hui, si vous êtes un nouvel arrivant sur le marché des cryptos et que vous souhaitez investir quelques billes dans ce secteur, vous avez plusieurs façons de faire. On sait que le prochain halving c'est en 2024 et que donc pendant toute cette phase, on risque d'avoir des opportunités d'achat intéressantes. Malgré tout, attention, c'est pas pour ça que ça va être forcément hyper facile d'investir et que vous allez forcément gagner plein d'argent, mais pas du tout. C'est-à-dire que le marché est très piégeux et quoi qu'il arrive, il vous mettra des doutes constamment. C'est-à-dire que là aujourd'hui, si on est sur un point bas, qu'effectivement tout le monde est bearish, qu'on revient chercher les 52 000, peut-être que beaucoup auront l'impression de manquer le train, vont acheter finalement au pire moment l'endroit où tous les gros portefeuilles qui auront accumulé des millions de dollars, ce qui s'est passé d'ailleurs récemment au vu de cette chute, il y a des énormes portefeuilles, des entreprises, des institutions qui ont accumulé énormément de crypto-monnaies pendant ces phases, qui pourront les distribuer ici pour les revendre effectivement aux personnes qui les achèteront au mauvais moment, puisque derrière, on pourrait par exemple la laisser écraser, chercher les 20 000 $. Donc voilà, c'est vraiment un exemple, ce que je viens de vous expliquer, ou le scénario que je viens de vous dessiner ici à l'écran. C'est pas du tout ce qui va forcément se produire, ça peut être quelque chose de tout à fait différent. Donc c'est vrai que nos émotions sont mises à rude épreuve constamment, c'est très compliqué d'investir, et donc finalement, la chose la plus intéressante quand on estime et quand on admet qu'on ne sait pas du tout comment investir et à quel niveau acheter du Bitcoin, c'est de le faire petit à petit. Donc c'est là où le lissage, acheter un petit peu chaque mois en fonction de l'argent qu'on aimerait mettre dans les crypto-monnaies, ça serait pertinent.
Enfin voilà, c'était la petite introduction. Pensez à l'abonnement, au like si le contenu de la chaîne vous plaît. Moi je vous passe la petite vidéo d'intro et je vous dis à tout de suite. Alors on zoome un petit peu sur ici le graphique actuel du Bitcoin, ici en journalier, donc chaque bougie représente une journée. On a eu cette pointe baissière le 12 mai, nous sommes allés chercher les 25 300. Et ce fut une journée très volatile puisque nous avons clôturé ensuite au quasiment 29 000 $ et on a établi, regardez si on se met en ligne comme ça, aujourd'hui quelque chose qui latéralise vraiment entre deux bornes de clôture journalière, ici entre les 28 500 $ et à cet endroit-là les 31 300 $. On est vraiment entre les deux. Et aujourd'hui, deux choses, il faudrait venir s'affranchir de ce niveau des 31 400 pour estimer une reprise haussière. On l'a vu à plusieurs reprises, mais de toute façon, les niveaux qui pourraient être atteints si jamais on a cette poussée pourraient être les suivants. Alors je vais essayer de mettre le Fibo correctement sur les mèches. On a les 34 000 qui clairement sont un bon niveau de résistance. Pourquoi? Parce que ça représente ces anciens points bas. Et également les 38 de Fibo, de cette baisse qui a eu lieu entre le mois de mars et donc du coup le 12 mai. Derrière vous avez les 61,8 de Fibo aux alentours des 39 500 $. Et vous avez donc cette zone de rechargement qui s'étend jusqu'aux 43 000 $. Donc pour moi c'est la zone, si jamais on a un rebond qui s'opère, qui pourrait réellement faire office de résistance. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que si jamais on a un rebond sur le Bitcoin, on va aller voir un time frame plus court pour voir vraiment ce qui se dessine ici. Là c'est assez compressé, on voit pas grand chose. Mais si ce rebond se confirme, c'est un niveau où il faudra faire très attention. Là, le cours risque de résister. Peut-être que si jamais on est vraiment sur un contexte assez bullish et qu'effectivement beaucoup de gens sont réellement encore en train de vendre des cryptos ici, c'est-à-dire que peut-être beaucoup de gens ici ne sont pas sortis du marché, continuent à hold leurs cryptos et leurs altcoins et attendent simplement un rebond. Et dès que ce rebond s'opère, et bim, ils revendent tout ce qu'ils peuvent à cet endroit-là, pendant que les gros continuent à accumuler. À ce moment-là, on pourra aller chercher des niveaux supérieurs, vous voyez. Donc ça sera un peu une zone charnière si jamais on devait y aller. Et qu'il faudra... Derrière, il y a quelque chose d'intéressant à constater, c'est que si on récupère cette ligne de tendance, qu'on la colle, tout simplement, on voit qu'on a un canal bien parallèle à cet endroit-là. Donc ça, c'est intéressant, c'est un canal qu'on pourrait réintégrer si jamais on vient sur ces niveaux de résistance et que finalement on décide d'aller le percer, comme le scénario que j'ai essayé d'expliquer juste avant. Eh bien, on pourrait venir ici dans ce canal. Et là, ce qui peut être pertinent de faire, c'est de reprendre simplement toute la baisse, en admettant que le point que l'on est touché là soit le bottom, on en est bien sûr, on peut pas en être sûr encore. Eh bien, on pourrait revenir chercher les 52 000, qui représentent le haut de ce canal, vous voyez, de ce canal parallèle très très propre à cet endroit-là. Donc on a les 38,2 de toute cette baisse qui représente les 42 000. Donc tout à l'heure j'avais pris un Fibo, alors pour essayer de clarifier les choses, pour ceux qui n'ont pas forcément bien suivi ce que j'ai fait, tout à l'heure j'ai mis un Fibo d'abord qui représentait cette baisse là, et on a vu que effectivement les 42 000 représentaient la zone de rechargement, vous voyez. Cette fois-ci, si on prend un Fibo qui récupère toute la baisse, donc là c'est sur du plus long terme, eh bien on voit que cette zone de rechargement que l'on a constaté juste avant représente en fait les 38,2 de toute la baisse. Donc c'est également un Fibo pertinent sur l'ensemble de cette baisse depuis novembre. Donc là on a une confluence entre deux Fibo, et ça c'est intéressant de le voir, puis ça nous permet d'identifier des niveaux de résistance très pertinents, à savoir, comme je le dis ici, les 42 000. Derrière, sur ce Fibo plus long terme, on a les 52 000 qui représentent les 61,8, que l'on peut matérialiser par exemple par une ligne horizontale, et à ce moment-là, on voit qu'en fait ça coïncide également avec le haut du canal, de ce canal que vous avez à l'écran. Donc oui, on a pas mal de choses assez intéressantes qui sont matérialisées graphiquement parlant. Ça ne veut pas dire qu'on va y aller, mais ça permet d'identifier des jolis points de résistance. Les points de support, on les connaît plus bas, puisqu'en fait, si jamais on vient casser donc cette petite zone de contraction, si jamais on la casse par le bas, eh bien vous avez comme niveau de support pertinent derrière les 20 000 $, tout simplement, et les 14 000. Et il n'y a pas de niveau entre les deux, c'est-à-dire que là, vous voyez, pendant cette phase de temps, le Bitcoin a été extrêmement bullish, il n'y a pas eu le cours n'a pas travaillé de façon à dessiner des supports ou des résistances. Donc si on devait avoir quelque chose de bearish qui se dessinait ici, il va falloir s'attendre à aller chercher les 20 000 ou les 14 000 assez rapidement, vous voyez. Donc c'est pas forcément le scénario que j'envisage le plus, comme je le dis, parce que on est sur un contexte où beaucoup de monde sont vraiment bearish aujourd'hui sur le marché, donc je m'attends plutôt à un rebond. Mais malgré tout, c'est pertinent d'en parler. Je vais aller voir maintenant le 4 heures pour terminer avec notre cher Bitcoin et voir ce qu'il se passe. Ici, sur le 4 heures, on a quelque chose d'assez intéressant qui se matérialise, notamment ici une sorte de triangle rectangle. On sait que les triangles rectangles sont 7 fois sur 10 cassés par leur ligne horizontale. Ici on a un excès, voilà, donc c'est aussi également à noter, et que voilà, on vient jongler sur ce triangle de façon très précise entre les deux bornes, et que généralement ces triangles
sont 7 fois sur 10 cassés par leur ligne horizontale. Donc on pourrait s'attendre finalement une cassure de ce niveau-là. Ici on avait eu une fausse cassure, donc on peut également avoir une nouvelle fausse cassure. Ce qui est sûr, c'est qu'on arrive sur la fin de cette contraction, hein. Vous voyez ici il reste peu de temps, hein, jusqu'à ici le 27 mai. Donc disons que dans les 4 prochains jours, il est fort probable que le cours donc prenne une décision. Soit il vient faire peur à tout le monde pour aller chercher à nouveau ses points bas, soit effectivement il casse par le haut ce niveau-là, et à ce moment-là on peut aller chercher les 34 000 assez rapidement. C'est pour ça que là on est le 23, le 27 c'est effectivement vendredi. Je pense qu'avant vendredi il y aura une décision qui sera prise sur la direction, hein, du Bitcoin, savoir si un rebond vraiment peut s'opérer ou si on continue de faire peur un peu à tout le monde, avec un marché qui continue effectivement ses frayeurs, des retours sur les 28, les 27, voire les 26 000 dollars courant de la semaine. C'est une chose qu'il faudra suivre. Je pense qu'il y aurait des choses très intéressantes à voir également sur tout ce qui est bourse traditionnelle, SP500 dollars, etc. Je le passerai probablement dans les autres émissions de la semaine. On va enchaîner avec les altcoins. On va commencer rapidement avec l'Ether. On voit effectivement que c'est un peu la même chose. On avait un canal qui s'était dessiné comme ça, hein, que je vous trace assez mal à l'écran, mais que vous arrivez à visualiser ici. Et derrière, voilà, on est venu le casser par le bas, on allait chercher les 1700 dollars et on s'établit de la même façon avec une sorte de double bottom. On voit qu'on est légèrement plus bearish, hein, sur finalement la figure qui se dessine ici sur l'Ether. Malgré tout, voilà, il faut venir s'affranchir de ce niveau des 2156 dollars pour espérer un rebond. Et si on effectue un travail similaire à celui que nous avons fait pour le Bitcoin, on se met un Fibo comme ceci, on voit que la zone de rechargement se situe à cet endroit-là, entre les 2860 et les 3183 dollars. Et si on récupère de la même façon que ce que je l'ai fait également avec le Bitcoin, le Fibo qui prend toute la baisse, nous avons cette zone de rechargement qui représente également les 38,2 aux alentours des 3000 dollars. Donc on a la même pertinence avec des valeurs différentes de prix, mais vous avez compris, le graphique est quand même similaire à celui du Bitcoin. On va aller voir le Binance Coin désormais. Et là, on a quelque chose de vachement plus bullish à l'écran. On vient chercher les 329 dollars. Hein, plus le temps passe d'ailleurs pendant cette émission et plus le Binance Coin monte. On est venu rechercher cette mèche basse ici. Donc vous voyez, contrairement au graphique précédent du Bitcoin et de l'Ether, on a quelque chose d'intéressant à constater. Si on reprend simplement du coup le même Fibo, on voit qu'on est déjà revenu cette fois-ci pour le Binance Coin sur les 0,5 et que les 0,6 ne sont plus très loin et qui représentent finalement ce point de résistance pertinent aux alentours des 360 dollars. Un niveau qui finalement devrait être atteint assez rapidement, on le voit indirectement sur ce graphique. Et derrière, si on vient réintégrer le canal, eh bien on a cette zone de rechargement déjà qui peut nous amener jusqu'aux 406 dollars. Et le haut du canal représente les 470 dollars pour le Binance Coin. On va voir d'ailleurs si ce haut de canal matérialise également un niveau pertinent sur le Fibo qui récupère toute cette baisse. Ça représenterait ici donc entre les 0,5 et les 0,6, donc pas forcément pertinent cette fois-ci pour le Binance Coin.